Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des ingénieurs pédagogiques avec M. Parent et M. Audet. M. Parent, vous allez bien? Très bien. Profitez bien de l'été. Oui, autant que je peux, là. Absolument. Juste le mentionner parce que ça va être probablement une diffusion qui va avoir lieu à l'automne. Donc, on fait déjà les enregistrements cet été. Donc, d'où nos teints basanés. M. Audet, vous allez bien? Très bien, oui. Vous avez les vacances quand même un peu cet été? Oui, mais là, on enregistre ça fin juillet. Fait que là, je me prépare début août à commencer à penser à ma salle de classe, là. Mais ouais, je continue tout le temps mes lectures. Bon, très bien. Cette semaine, M. Parent, c'est vous qui aviez le rôle, en fait, de proposer un texte. Vous avez choisi un texte de Jérémy Blanchette-Sarrazin et quatre ou cinq autres auteurs de l'UQAM qui s'appelle Effects of Teaching the Concept of Neuroplasticity to Induce Growth Mindset on Motivation, Achievement and Brain Activity, un meta-analysis. Donc, un texte assez costaud. Donc, je vais vous laisser le privilège de peut-être faire un petit résumé de ce texte. Oui, merci. Ben, en fait, c'est le titre est peut-être un petit peu démotivant. On parle de motivation ici, mais le titre est un petit peu démotivant quand tu le lis, là. C'est un petit peu long. Mais j'ai choisi l'article pour plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est à cause c'est un texte assez récent. On parle de 2018. C'est des chercheurs canadiens qui est encore plus intéressant pour nous autres. Et puis, le sujet de cette recherche-ci, c'est le growth mindset, sur la mentalité de croissance, qui a été un sujet qui a été quand même assez populaire dans les dernières 20 à 30 années, là. Puis qui a été, c'est une théorie qui est sortie de l'Université de Stanford avec Carol Dweck, qui est une chercheuse dans le domaine de la psychologie. Et puis, on parle souvent de mode en éducation, mais en fait, cette mentalité de croissance-là, dans ses débuts, dans les années 2000, peut-être début 2000, c'était très à la mode, tandis que la recherche était pas très bien développée, puis elle a encore du chemin à faire. Mais il y a des gens qui ont pris cette recherche-là, puis sont partis en courant avec ça. Ils ont développé plein d'outils qui n'étaient pas nécessairement basés dans de l'évidence, basés dans la recherche. Et puis, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont vécu de la frustration avec la mentalité de croissance. Et puis, de cette frustration-là, on a un peu lâché prise, mais c'est une théorie qui apporte avec elle, je pense, beaucoup de potentiel. Puis cet article-ci vient justement nuancer dans quelle situation cette théorie-ci, le growth mindset, est efficace. Donc, on vient justement mettre le doigt dessus, là. Peut-être deux mots, Martin, peut-être juste pour au bénéfice des auditeurs. C'est quoi ça, le growth mindset? Qu'est-ce que c'est en deux mots? Oui, en deux mots, ben, c'est une façon de voir l'intelligence. So, quand tu as une growth mindset, ça veut dire que tu vois l'intelligence comme étant dynamique. Et le contraire de ça, ça serait la mentalité fixe, donc, ou le fixed mindset. Puis là, tu vois l'intelligence comme étant statique, qui ne change pas. Fait que je pense que c'est souvent, on utilise ces mentalités-là lorsqu'on parle d'obstacles. Donc, quand on fait face à un obstacle, on fait face à une erreur, par exemple, à l'école ou peu importe, un défi, on peut être en avant de ce défi-là puis se dire « Ah, ben je suis capable de persévérer puis de surmonter cet obstacle-là. » Il y a certaines personnes qui le font. Et puis, on sait que peut-être on n'est pas assez intelligent intelligent entre guillemets peut-être, pour trouver la réponse tout de suite. Mais si on travaille assez fort, si on va chercher certains outils, si on va demander de l'aide, si on étudie, si on se pratique, éventuellement, on va être capable. Puis le contraire, des fois,
lorsqu'on le voit dans certains de nos élèves, on les met en avant d'un problème complexe, puis là, ils se disent, ben, je ne vais même pas essayer, je ne suis pas capable. Fait que là, ils croient réellement que leur intelligence ne peut pas changer. Ils peuvent pas, même s'ils travaillent fort, même s'ils vont chercher de l'aide, ça ne va rien donner. Ils ne vont pas être capables de trouver la réponse à ce problème-là. Donc, c'est un peu cette perspective-là, c'est cette façon de penser-là, cette façon d'approcher des problèmes ou des difficultés-là. Ça, c'est le growth mindset. Donc, si on résume, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas figé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, en fait, on n'arrive pas au monde avec un capital d'intelligence, entre guillemets, qui est une espèce de quantité fixe qu'on ne peut que perdre. Là. Ça serait quelque chose, en fait, qui pourrait évoluer avec le temps, qui pourrait... une intelligence, en fait, justement, qui serait dynamique, qui pourrait évoluer avec le temps. C'est bien ça? Exactement. Puis je sais que tu as dit 2 mots, puis là, j'ai dit 2 millions de mots, mais c'est exactement ça. C'est un peu le débat de inné versus acquis. C'est pas exactement ça, mais lorsqu'on a un fixed mindset, on pense que l'intelligence est innée, puis elle ne va pas changer. Elle n'est pas dynamique. Puis growth mindset, ça veut dire que l'intelligence peut être acquis. Elle est peut-être partiellement innée, mais elle peut être acquis, puis elle peut changer aussi. C'est bon. Monsieur Audet, vous avez un commentaire là-dessus? Non, ben, oui, en fait, c'est très bien expliqué. Les études de Dweck ont été citées, comme Martin a dit, depuis les dernières, moi, je dirais peut-être 10-15 ans, là, ça a été cité à gauche, à droite. Tout le monde s'approprie ses écrits. Je ne sais pas combien de personnes ont lu les études de Dweck ou combien de personnes ont lu son livre, mais beaucoup de personnes l'utilisent, puis la mentalité de croissance. Puis comme n'importe quel mode, si on veut, c'est pas tout le temps bien utilisé, selon moi, dans les salles de classe. C'est pas tout le temps bien compris de la part des enseignants. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Êtes-vous d'accord avec moi, messieurs? Ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Puis justement, j'ai étudié beaucoup la mentalité de croissance lors de ma maîtrise. Là. Puis, tu tapes growth mindset dans l'engin de recherche Google, puis tu vas trouver tellement de choses, puis tu vas trouver des affiches avec des citations qui est censé motiver tes élèves. Ne lâche pas, persévère. Tu vas trouver, je sais pas, une liste de termes qui sert à motiver tes élèves, que tu peux leur donner à tous les jours ou peu importe. Fait que puis qui est pas backé par la recherche. La recherche ne soutient pas ces outils-là, mais ça vient de plein de différents enseignants qui ont pris cette notion-là, qui ont peut-être même pas lu la recherche et qui courent avec. Et puis, de là vient la résistance. Ils ont réalisé que ça fonctionne juste pas. C'est une belle idée. Ça, ces choses-là, c'est le fun, mais c'est pas exactement ça, le growth mindset. C'est un peu le syndrome Pinterest. Tu sais, t'as une belle salle de classe avec des belles affiches, puis comme tu as dit, des beaux slogans. Fait que tu dis, hey, moi, dans ma classe, c'est la mentalité de croissance, je regarde mes affiches. Mais ça en prend plus que ça. Là, c'est pas acheter une coupe d'affiches sur Teacher Pay Teacher que ta classe est transformée. Là. Ça, on viendra peut-être en conclusion sur comment, en fait, on pourrait appliquer ça en salle de classe, c'est-à-dire l'appliquer de façon correcte là, pour que ça donne vraiment des résultats puis que ça aide vraiment les élèves. On pourra revenir sur ce point-là peut-être en conclusion. Donc là, on a un peu vu, Martin, ce que c'était que la mentalité de croissance, là, ce qu'on a traduit par Growth Mindset. Qu'est-ce qu'on peut retenir, disons, dans les grands résultats, là, les grands résultats de cet article-là? Oui, fait que je pense que le premier point qu'on peut retenir, puis là, évidemment, il y a beaucoup de détails dans cette recherche-ci, mais ce que moi j'ai retenu comme un des points les plus importants, c'est que lorsque tu enseignes la neuroplasticité, puis on peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire, la neuroplasticité, mais lorsque tu enseignes la neuroplasticité, ça a un impact positif sur la motivation des élèves,
ainsi que sur leurs résultats académiques. Fait que ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsque tu enseignes aux élèves que ton cerveau peut changer, lorsqu'on parle de neuroplasticité, on parle du changement du cerveau. Donc, soit que le cerveau va se restructurer au niveau de ses circuits neuronaux en gagnant des neurones ou en perdant des neurones, ou tout simplement en changeant les connexions à l'intérieur du cerveau. Lorsqu'on démontre que ça, c'est associé à un apprentissage, puis il y a une tonne de recherches qui démontrent ça, évidemment, c'est un peu comme un acquis en ce moment, en 2020, là, que lorsque tu apprends quelque chose, ton cerveau va changer. Mais lorsque tu parles de ça et tu démontres à tes élèves que, hey, quand tu es en train d'apprendre, quand tu es en train de te frapper la tête contre ton pupitre, là, pendant que tu es en train de faire tes problèmes de mathématiques, c'est difficile, mais si tu continues à essayer, tu vas chercher des outils, puis ça débloque à un moment donné, tu es en train de changer ton cerveau. Puis lorsque tu changes ton cerveau, tu deviens meilleur à quelque chose. Puis ça se traduit dans un changement au niveau de l'intelligence. Puis lorsque tu enseignes ça à tes élèves, ils commencent à croire, puis je pense qu'il faudrait peut-être même aller plus loin. Dans mon expérience, tu l'enseignes et tu le mets en application, puis tu reviens sur ce concept-là souvent avec tes élèves. Ils commencent à le voir dans leur propre travail. Fait que ça, c'est un des points de la recherche que je trouve très important. C'est que, justement, enseigner ce concept-là de neuroplasticité-là, ça l'entraîne avec ça des résultats positifs au niveau de la motivation des élèves et puis au niveau de leurs résultats académiques. Monsieur Audet? Ben oui, je suis d'accord avec ce que Martin vient de dire. La neuroplasticité, c'est quelque chose d'important, mais l'article ne parle pas vraiment de comment ça a été enseigné. Je sais que c'est une méta-analyse, puis on ne peut pas s'arrêter à comment est-ce que la neuroplasticité a été enseignée, mais pour nous donner une idée, ben, tu en as parlé un peu, là, mais pour nous donner une idée, comment est-ce que toi, tu ferais ça dans ta salle de classe, Martin? Oui, ben, moi, je l'ai, puis c'est un peu, c'est intéressant, moi, je l'ai vécu dans ma salle de classe en mathématiques, puis ça, c'est une autre chose que cet article-là vient démontrer, c'est que enseigner la neuroplasticité dans un cours de mathématiques, particulièrement, aide à la motivation. Donc, c'est particulièrement efficace dans un cours de mathématiques. So, moi, je l'ai appliqué en mathématiques. Puis, il faut commencer avec la base, tout dépendamment de c'est qui tes élèves. Donc, il y a plein de sites Internet qui peuvent t'aider là-dessus. Puis, en fait, on pourrait peut-être mettre une liste. J'en ai déjà une liste. On pourrait le mettre sur notre site web des ingénieurs pédagogiques. Mais on commence surtout avec juste le fonctionnement de ton cerveau. So, moi, je faisais faire à mes élèves un chapeau cerveau. Donc, avec tous les différents lobes, avec leurs fonctions, avec ces différents lobes-là. Puis, j'ai commencé vraiment avec c'est quoi une cellule neuronale, c'est quoi une neurone. J'essayais pas de prendre toute une période pour ça. J'essayais de prendre vraiment juste un petit 15 minutes. Petite leçon de neurosciences. Puis, éventuellement, tu vas à comment est-ce qu'on apprend quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu apprends quelque chose? En 9e, 10e année, j'allais jusqu'à démontrer des recherches clés intéressantes qui démontraient l'effet de la neuroplasticité. Il y a une recherche en 2006 sur les chauffeurs de taxi à Londres qui démontre que les chauffeurs de taxi à Londres ont un hippocampe, une région de leur cerveau qui est plus grosse que celle du public général. Pourquoi? Ben, à cause que à Londres, tu dois faire 6 ans d'école pour devenir chauffeur de taxi. Tu dois mémoriser tous les chemins de la ville et tu dois connaître tous les chemins optionnels, etc. Fait que tu travailles beaucoup tes compétences visuospatiales. Comment naviguer dans l'espace. Puis l'hippocampe est responsable de ça. Et donc, en entraînant leur hippocampe,
évidemment, ils sont rendus au point où est-ce que lorsque tu scannes le cerveau, tu fais une imagerie du cerveau, leur hippocampe est plus grosse que celle du public en général. Fait qu'on va de c'est quoi une neurone à c'est quoi un apprentissage à ben check. Quand tu apprends quelque chose, ça se montre au niveau de ton cerveau, tu es capable de changer ton cerveau. Fait qu'évidemment, ça prend longtemps. Puis tu peux toujours demander si tu es un enseignant qui se sent peut-être pas à l'aise, tout à fait à l'aise avec ce genre de matériel-là, tu peux tout le temps demander à un spécialiste de sciences ou quelque chose de venir t'appuyer. Puis éventuellement, ça devient quelque chose qui est quand même, tu n'as pas besoin d'aller en énormes détails, tu peux quand même aller quand même assez superficiel. C'est un peu l'idée générale de la chose. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Je t'écoutais, Martin, surtout en mathématiques où on parle de la fameuse, la base des maths. Là. Hein? Donc, des gens qui seraient naturellement doués, en fait, pour les maths. On le voit aussi en sciences avec toutes les idées préconçues qu'on peut avoir. Tu sais, l'effet Einstein, là, donc on est avec un quotient intellectuel qui est extrêmement élevé. Donc, ça fait en sorte que les raisonnements sont toujours tout à fait adéquats. Puis c'est ça, c'est comme si, en fait, dès la naissance, tout était joué, quoi. Donc, euh, en mathématiques, probablement que ça peut avoir un effet un petit peu plus important que peut-être dans d'autres disciplines où, parce que dans les études qui étaient répertoriées, ils faisaient la différence aussi entre la lecture, l'écriture et puis les mathématiques. Il semblait y avoir plus de résultats en mathématiques. Peut-être que justement, ça vient travailler en fait des conceptions erronées qui sont largement répandues. Hein, on l'entend encore aujourd'hui, là, donc les mathématiques, c'est réservé à certaines personnes là, qui ont cette fameuse intelligence mathématique, là, comme si finalement, ceux qui ne l'avaient pas, finalement, étaient les exclus et puis c'était impossible pour eux, en fait, de rejoindre le groupe. On a cette conception-là que tu as peut-être un gène mathématique, puis il y a certaines personnes qui l'ont, certaines personnes qui ne l'ont pas. Puis tu l'entends aussi au niveau des enseignants. Puis on va revenir là-dessus aussi, notre vocabulaire qu'on choisit d'employer. Là, mais puis ça peut être subtil, hein, comme tu t'attrapes en tant qu'enseignant en train de dire des choses, puis tu dis, oh my God, qu'est-ce que je suis en train de dire là en ce moment? Comme, ah, toi, tu es un matheux. Tu sais, souvent, on va l'entendre, ah, toi, tu dois être matheux, tu es bon en maths. Ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cet élève-là a tout le temps été bon en mathématiques, peu importe son effort, peu importe, il est né de même. Mais cette phrase-là sous-entend justement un fixed mindset de ma part. Fait que si moi, je suis en train de modéliser ça à mes élèves, euh, comment est-ce qu'eux autres vont voir les mathématiques? Mais c'est important, je pense que ce que tu mentionnes, c'est que les mathématiques puis les sciences aussi, sont particulièrement vulnérables à une mentalité fixe. Et puis, c'est peut-être pour ça que lorsqu'on a fait cette intervention-là d'enseigner la neuroplasticité, on a vu des effets encore plus importants dans ce domaine-là. Fait que je trouve ça super important aussi. Monsieur Audet, vous êtes d'accord avec ça? Peut-être des exemples en salle de classe ou des choses que ça évoque chez Ben, vous? oui, justement, dans l'étude, je pense qu'il parlait des résultats en maths. Il disait que, je me trompe-tu, ou il disait que lorsqu'ils ont enseigné la neuroplasticité, ils ont vu que ça avait affecté beaucoup les filles, beaucoup plus que les garçons. T'aurais-tu une idée pourquoi que c'était comme ça, que l'enseignement de la neuroplasticité en maths, ça a plus affecté les filles que les gars? C'est intéressant à cause ma mère était enseignante de mathématiques à l'élémentaire, puis une des choses qu'elle entendait souvent, c'était que les filles n'étaient pas bonnes en maths. Puis ça venait des filles dans son cours de mathématiques. En première, deuxième année, troisième année, quatrième, ils arrivent en salle de classe puis ils disent Madame, je suis pas bonne en mathématiques. Pourquoi? À cause je suis une fille. Puis évidemment, ils ont entendu ça de quelque part. Puis je pense que c'est un peu ancré dans notre culture. Ça commence à changer un petit peu avec différents films qui sortent, puis là, juste un petit peu une prise de conscience par rapport à ça. Puis il y a même eu des recherches en neurosciences par rapport à justement, est-ce que les gars sont meilleurs en sciences et en maths que les filles? Puis en fait, il n'y a pas de différence au niveau des sciences et des mathématiques. Là. C'est égal si
si peut-être même les filles sont peut-être un petit peu meilleures. Mais ça vient de la culture. Puis je pense que cette mentalité fixe-là, chez les filles, est beaucoup plus présente. Donc, l'opportunité pour la changer devient encore plus important ici à ce point-là. Ça, je pense que j'ai répondu à ta question, Alex. Oui. Donc, dans le fond, à cause que les filles ont plus tendance à avoir la mentalité fixe, leur enseigner en Ouais. maths, leur enseigner la neuroplasticité, ça les aide plus. Mm-hmm. Moi, j'ai une autre question pour toi. Mm-hmm. On fait beaucoup la différence entre les jeunes à risque puis les jeunes populations normales. Puis on a défini m'emmener les jeunes à risque, je ne me souviens pas à quelle page, là, mais il disait que les jeunes à risque, c'était souvent les jeunes issus de certaines communautés ethniques comme les Afro-Américains. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont formulé, là, mais... Oui, ils ont dit aussi d'autres minorités qui sont menacées par la discrimination. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, je ne sais pas si tu pourrais nous parler de ça, justement, mais pourquoi que enseigner la neuroplasticité, le growth mindset aux populations à risque, pourquoi que ça a l'air d'avoir en tout cas, il y a des tendances à avoir un gros effet? Je pense que ça leur vient. Puis évidemment, ici, c'est moi qui parle, c'est pas l'article de recherche qui parle. On ne l'aborde pas nécessairement dans l'article, puis je pense qu'il y a peut-être plusieurs hypothèses par rapport à ça. Mais je pense que ça serait peut-être en lien avec ce que je viens de dire par rapport à, il y a certaines populations qui, à cause de la discrimination, que ce soit les filles dans ce cas-ci ou d'autres populations qui sont discriminées en mathématiques, ils voient peut-être leur mentalité, leur intelligence comme fixe. Ça, c'est peut-être issu de notre culture aussi. Puis c'est important ici, dans les élèves à risque, ils parlent de les élèves à faible niveau socio-économique. Ça rentre dans ce groupe-là. Puis ils ont aussi parlé d'élèves qui ont un niveau académique déjà faible. Et puis les élèves qui sont en transition de l'élémentaire au secondaire. Ça, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas exactement pourquoi ils l'ont mis là, mais peut-être qu'ils sont un petit peu plus vulnérables à avoir cette mentalité fixe-là. Mais ça, c'était une autre nuance qui apportait, c'est que enseigner la neuroplasticité, ça n'a pas le même effet à toutes les populations. Ça a un effet particulièrement positif à les populations d'élèves à risque. Puis ça, c'est super important. Puis je pense que ça pourrait enlever un peu de frustration des enseignants. À cause que si tu as une population d'élèves qui n'est pas à risque, puis tu essaies de driller cette mentalité de croissance-là chez tes élèves, puis tu te dis, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben, c'est à cause que la recherche vient de démontrer en 2018 qu'il faut avoir justement, c'est plus efficace chez ces groupes-là. Donc, je pense que c'est une nuance importante à apporter. Ben, surtout que les auteurs disaient, ils en parlaient de ça, puis ils parlaient d'un effet plafond. C'est-à-dire que c'est ça, les élèves, en fait, qui sont assez performants à l'école auraient tendance finalement à être plus dans une mentalité de croissance, là, de se dire, ben oui, finalement, l'école, on peut apprendre, on peut changer, on peut évoluer, puis je suis capable, puis je suis motivé. Puis... Donc, forcément, des formations comme celle-là, qui seraient one size fits all, là, comme on a parfois souvent tendance à faire, c'est peut-être normal aussi qu'on observe moins d'effets, en fait, sur ces élèves-là qui peut-être en ont juste moins de besoin parce que pour eux, ça fait partie, c'est une conception qu'ils entretiennent déjà par rapport à leurs apprentissages, par leur développement. Mm-hmm. Oui, Alex? Puis c'est ça. Puis pour reprendre ce qu'Éric vient de dire, dans le fond, c'est juste de se rappeler en tant que prof que nos élèves, c'est pas des cruches vides, là. Ils arrivent en classe avec quelque chose, puis certains élèves ont déjà une mentalité de croissance, certains élèves ont déjà peut-être un capital social ou un capital académique un petit peu plus élevé que les autres. Donc, il n'y a personne qui est à la même place, là, tu sais. Fait que c'est sûr que la formation, comme Éric, tu dis, le one size fits all, ça ne marche pas parce que c'est pas des cruches vides, ils ont tous du bagage. Puis juste pour ajouter avec ça, Alex,
c'est justement d'où vient l'importance, on en parle tout le temps, là, mais d'où vient l'importance de connaître nos élèves en avant de nous autres. Euh, il y a peut-être certains élèves, tu vas apprendre à les connaître, puis tu dis, non, il sait qu'il est capable de s'améliorer en mathématiques. Puis tu vas le voir assez rapidement. En tant qu'enseignant de mathématiques, on a l'opportunité de mettre nos élèves au défi dès les premiers cours. Tu donnes une résolution de problème, puis tu vas le voir, là. Je veux dire, il y a des élèves tu vas entendre les crayons se faire déposer, pitcher par terre. Tu vas le savoir, dépendamment de l'année, il y a peut-être des larmes aussi. Tu vas le savoir pas mal automatiquement quels élèves voient les défis comme étant quelque chose de positif, puis quels élèves les voient comme étant quelque chose de très néfaste à leur ego, là. Oui, puis parlant juste pour revenir des populations à risque, tu me fais penser, on n'a pas parlé des élèves doués là-dedans. Parce que c'est une population à risque, puis souvent, en tout cas, je n'ai pas de stats ou d'études pour soutenir ce que je dis là, mais j'ai déjà rencontré des élèves doués, mais qui avaient tellement la mentalité fixe, ils étaient comme gelés, ils étaient comme condamnés à performer parce qu'on leur a tellement dit qu'ils étaient bons, puis qu'ils étaient intelligents, puis que c'était les meilleurs, tu sais. Mais on n'a pas fait mention ici dans l'article. Non, on n'a pas fait mention. Puis en fait, c'est dans la conclusion de l'article, on mentionne qu'on ne parle pas vraiment des difficultés d'apprentissage. Fait qu'il y a toute une population d'élèves où est-ce qu'on ne discute pas vraiment de ces élèves-là. Donc, ils ne sont pas nécessairement touchés par ces résultats-ci. Par contre, Carol Dweck rapporte souvent la notion, puis tous les chercheurs qui viennent avec Carol Dweck aussi, là, c'est pas tout le temps Carol Dweck qui fait la recherche, mais elle parle souvent du niveau d'anxiété de nos élèves. Puis où est-ce qu'on retrouve la plupart de nos cas d'anxiété en tant qu'enseignant au secondaire? Bien, souvent, c'est mes élèves hyper performants qui sont très anxieux. Pas tout le temps, mais souvent. Puis pourquoi ils sont très anxieux? Bien, les raisons peuvent varier, mais souvent, c'est à cause qu'ils ont peur d'échouer. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'échouer? Bien, peut-être à cause que s'ils échouent, ça veut dire que leur intelligence est plus basse qu'ils le croyaient ou que leurs parents croyaient, etc. Tandis que si tu as une mentalité de croissance, tu échoues et tu dis, bien, c'est pas nécessairement mon intelligence qui est en jeu ici. C'est vraiment une opportunité de m'améliorer. Puis, juste pour mettre un petit détail ici que l'article apporte, c'est justement une étude qui a été faite au niveau de l'imagerie cérébrale quand les élèves ont une mentalité de croissance. Puis, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Puis, ça a été démontré par une technique d'imagerie du cerveau. Lorsqu'on a une mentalité de croissance, il y a certaines régions du cerveau qui sont activées. Puis ces régions du cerveau-là sont étroitement liées à des mécanismes de correction d'erreurs. Ça veut dire que ces élèves-là qui ont une mentalité de croissance-là sont en train de se concentrer, se mettre un focus sur comment est-ce que je vais corriger mon erreur. Tandis que les élèves qui ont une mentalité fixe ne sont pas en train de se concentrer sur comment corriger leurs erreurs, sont en train de se dire un peu en désespoir, je ne suis pas capable de résoudre ce problème-ci, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne suis pas intelligent, je viens d'apprendre que je ne suis pas aussi intelligent que je le croyais. Et puis là, c'est le désespoir total. C'est ce qu'ils appellent le learned helplessness dans l'article là, ici. Mais si on disait que, en fait, un peu pour résumer ton propos, M. Parent, si on disait que l'intelligence, ce n'est pas l'apprentissage, hein, c'est une différence très importante entre les deux. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'on apprend, puis les deux peuvent être corrélés, mais pas tout le temps. Puis ça, ce qui pourrait expliquer aussi qu'il y a des gens qui sont très intelligents, mais que finalement, ils ne font rien avec leur intelligence. Donc, ils passent des tests, on mesure leur QI, ils ont des QI stratosphériques, mais que finalement, qu'est-ce qu'ils en font? Peut-être pas grand-chose, finalement. M. Audet, vous voulez réagir à ça? Oui, pour reprendre la balle au bon,
c'est un peu ce qui est à la base des recherches de Dweck, je pense. Ce qui lui avait mis la puce à l'oreille au début, c'était de voir pourquoi est-ce que, dans le fond, la motivation à avoir du succès, là, on vise à développer puis à démontrer nos capacités. Puis elle s'est rendue compte dans ses recherches que développer ses capacités, c'est une chose, puis démontrer tes capacités, c'en est une autre. Puis les élèves avec une mentalité de croissance, ils cherchent toujours à développer leurs capacités, puis ce que Martin vient de dire avec l'imagerie à résonance magnétique, c'est ça que ça nous montrait, que les élèves cherchaient à corriger leur erreur, ils cherchaient à s'améliorer. Leur cerveau essayait de trouver des moyens de s'améliorer, tandis que l'autre groupe, l'imagerie cérébrale, nous montrait que, OK, je viens de lire la question, il faut que je trouve la réponse, il faut que je trouve la réponse, il faut que je trouve la réponse. Donc, c'est juste de démontrer ses capacités, son intelligence. Ça, c'est plus rattaché à la mentalité fixe. Le temps file, M. Parent. Les aspects disciplinaires, donc, dans cette méta-analyse-là, on l'a évoqué tantôt, là, il y a des résultats qui traitent des mathématiques, l'enseignement des mathématiques, d'autres plus dans un contexte de lecture. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On en a parlé un petit peu tantôt, on a abordé un petit peu la question, mais si vous voulez aller un peu plus loin. Oui, bien, en fait, j'aime beaucoup comparer les mathématiques puis les sports ou la classe de gym, d'éducation physique. Souvent, nos élèves, on l'a vécu aussi en tant qu'élève. Quand tu essaies de faire un slap shot au hockey, puis tu n'es pas capable au début, ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pratiquer. C'est évident. Tu vas te pratiquer jusqu'à temps que tu l'as. Puis Alex, toi, tu le sais mieux que d'autres, avec ta grande carrière dans la Ligue majeure du Québec. Mais tu pratiques, puis souvent, lorsqu'on demande aux élèves en mathématiques, dans un autre monde complètement différent, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Puis souvent, ils vont dire, ben, monsieur, je suis juste poche en mathématiques, je suis juste pas bon en mathématiques. Donc, malgré le fait que s'ils se pratiqueraient, puis ils se pratiqueraient avec quelqu'un qui pourrait les aider, un coach peut-être, par exemple, qui pourrait corriger certaines erreurs, pratique dans différents contextes, ben là, on va voir l'amélioration. C'est exactement la même chose. Par contre, on a deux mentalités complètement différentes. Puis c'est souvent flagrant quand tu fais cette comparaison-là avec les élèves en salle de classe. Fait qu'il y a des élèves, il y avait des élèves dans ma salle de classe qui aimaient beaucoup le basket. Puis ils se pratiquaient, ils arrivaient à l'école à 7 heures du matin, avant l'école commence, ils se pratiquaient au basket pour l'équipe, etc. Puis là, ça venait en salle de classe en mathématiques, puis « Ah, monsieur, je suis pas capable » ou « Tu sais, ça vaut pas la peine, tu sais, je vais avoir des mauvaises notes anyways. » Puis là, tu te dis « Ben, est-ce que c'est vraiment si différent que ça, le basket, que les mathématiques? » Puis au début, la réponse est souvent oui, mais quand tu donnes des opportunités à réussir un peu, là, ils réalisent que « Ah, OK, ben j'ai pratiqué un petit peu. Puis là, j'ai eu l'opportunité de réussir. » Puis ça, c'est la job de l'enseignant, c'est de faire vivre des succès à nos élèves. Une fois que tu l'as vécu, là, c'est un peu contagieux. Tu te dis « Ah, ben peut-être que je suis capable. » Puis là, la mentalité commence à changer. C'est un long processus, par exemple. M. Audet, vous vouliez réagir à ça? Parce que oui, bien dans le fond, c'est qu'on veut les amener à faire un transfert. Tu sais, ta mentalité de croissance au basket, comment est-ce qu'on peut l'apporter en salle, dans le cours de maths, là, tu sais? Puis, comme en leur faisant réaliser, juste en leur disant, ça va peut-être pas allumer de petite lumière, mais si on réussit à faire le transfert, ben je pense qu'on commence à avancer. Moi, je voudrais peut-être, je vais emprunter ton rôle, M. Audet. Je vais me faire l'avocat du diable sur ce coup-là. On a pu admirer vos exploits, M. Audet, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi, j'aurais tout donné pour être capable de me rendre jusque-là, mais je n'ai même pas passé proche. Quand on dit pas passer proche, là, c'est vraiment pas passer proche. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas aussi, comment dire, tu as plusieurs personnes qui vont dire il faut amener l'élève le plus loin qu'on peut ou le plus loin qu'il va pouvoir se rendre. Donc, dans ton cas, Alex, tu es rendu jusqu'à la ligne de hockey junior majeur du Québec, ce qui est pour moi quelque chose de remarquable.
Pour d'autres, ça n'aurait pas été suffisant, ça aurait été un échec parce qu'ils visaient la Ligue nationale. Et puis, donc, ça dépend toujours justement du potentiel de la personne, de la motivation aussi, jusqu'à quel point on est prêt pour y arriver. Mais, et ça, je sais que ça peut être, comment dire, ça peut être des propos un peu qui peuvent faire réagir, mais il y a aussi des élèves qui n'ont pas un potentiel très, très élevé dans certaines disciplines. Ça existe aussi, là. Euh, donc, le fait de pratiquer, le fait de dire oui, mais tout est possible finalement, mais est-ce que ça ne pourrait pas se retourner aussi contre certains élèves qui disent écoute, t'es pas le premier à me dire que tout est possible, mais finalement, dans mon cas à moi, moi, ce que j'observe, c'est que toute l'historique que j'ai, tout mon passif, en fait, à l'école, ce que ça me dit, c'est que cette année, ce ne sera pas vraiment mieux que les autres années. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un couteau à double tranchant pour certains élèves? Je pense que ça peut être vu comme ça. Puis en fait, je l'ai vécu aussi. C'est un peu pour ça que je disais que c'était un long processus. Puis il y a des élèves avec qui que c'était un processus de quelques années, là. Donc, ça a commencé dans ma salle de classe, mais là, ça a continué dans une autre salle de classe. Puis là, finalement, je l'ai enseigné en 9e année. Puis là, on se retrouve en 12e année. Puis elle a fait le déclic, là. Puis euh, je pense que il faut connaître nos élèves. Puis ça devient encore plus important avec ces élèves-là qui sont évidemment, évidemment, pas tout le monde va aller faire des calculs différentiels en 12e année au niveau préuniversitaire. C'est pas pour tout le monde. Par contre, je pense que la plupart de nos élèves sont capables de réussir leur cours de mathématiques jusqu'à la fin. On parle de 11e année, je crois. Donc, il y a un cours de mathématiques qui peuvent réussir. Donc, ici, on parle d'aller chercher nos élèves où est-ce qu'ils sont. Donc, les faire vivre du succès. Ce n'est pas assez juste de leur dire. C'est pas assez juste de leur montrer une affiche. Je pense que c'est là qu'on doit miser plus d'efforts sur justement leur faire vivre une expérience avec laquelle ils vivent du succès. Puis là, bâtir de ça, justement changer leur historique, si on veut. Tu parlais d'historique. OK, ben j'ai jamais vécu de succès en mathématiques, donc pourquoi que ça changerait cette année? Ben, c'est à ce moment-là, tu dis, ben, OK, ben, tu sais quoi, on va se pratiquer une ou deux fois ensemble, puis là, on va voir si on est meilleur à ce problème-ci, qui est peut-être pas un problème de 9e année, comme ça devrait l'être. Par contre, cet élève-là va vivre du succès dans ce problème-là, et puis là, on peut construire sur ça. Évidemment, il y a des limites, à ça. On ne va pas tous aller en mathématiques à l'université. Par contre, je pense que c'est assez pour 99% des élèves. C'est assez pour les faire réussir le cours de mathématiques en 9e, 10e et 11e année en Ontario, là, ici. Messieurs, le temps file. Il nous reste peut-être une dizaine de minutes. Si on abordait la dernière partie qui est vraiment notre marotte, là, qui est bon, maintenant qu'on a tout lu ça et qu'on est savant et que notre cerveau a profité de tous ces enseignements et qui a beaucoup changé, on fait quoi demain matin en salle de classe et comment on applique ça, puis comment ça peut aider les élèves à court, moyen, long terme. Donc, est-ce que vous avez des idées? Moi, j'en ai quelques-unes. Pas sûr que les profs les aimeraient. Parce que la mentalité de croissance, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui a été mal compris. Si tu fais faire des paquets de photocopies à tes élèves, puis tu leur mets des affiches d'en face, puis hey, lâche pas, t'es capable, mon pit, puis si tu leur fais des cours de 75 minutes dans le manuel, puis tu leur dis hey, mentalité de croissance, ça va pas arriver. Donc, avant de commencer à promouvoir la mentalité de croissance dans ta salle de classe demain matin, là, OK? Tu devrais te questionner sur trois choses. Est-ce que le curriculum que tu enseignes, c'est significatif? Est-ce que c'est rattaché au vécu de l'élève? Est-ce que c'est important pour lui ce que tu essaies de lui enseigner? S'il se dit « ça ne va jamais me servir dans la vie », les chances sont qu'il n'y aura pas une grosse mentalité de croissance. Donc, il faudrait que tu dises à l'élève pourquoi il apprend ça. Deuxièmement, il faut que ce soit une pédagogie réfléchie, dans le sens que on veut donner des choix aux élèves, leur donner une voie, puis
être à leur écoute. Parce que si on fait juste être le dictateur en avant, puis leur dire fais ci, fais ça, puis ensuite aie une mentalité de croissance, ça ne va pas arriver non plus. Et troisièmement, est-ce que les évaluations des apprentissages sont authentiques? Donc, est-ce qu'on permet à l'élève de démontrer ses progrès et ses apprentissages, puis de rendre sa pensée visible? Donc, pas juste de régurgiter qu'est-ce qu'il y avait dans les feuilles d'exercice, là. Donc, on pense au curriculum, à notre pédagogie, puis à nos évaluations. Okay? Le prof se regarde dans le miroir, puis là, ensuite, on peut penser à en parler aux élèves. Puis moi, je rajouterais sur ça, Alex, quand tu parles de se regarder dans le miroir, là, ben, est-ce que toi, tu as une mentalité de croissance en tant qu'enseignant? Fait que je pense que ça, c'est super important. Je veux dire, si tu veux que tes élèves persévèrent, si tu veux que tes élèves voient l'intelligence comme étant dynamique, ben, il faut que ton vocabulaire que tu emploies en salle de classe, il faut que ça reflète justement cette mentalité de croissance-là. Puis on va s'attraper en tant qu'enseignant. Il y a sûrement, comme on l'a vu aujourd'hui, ben, la mentalité de croissance peut être spécifique à certains domaines de notre vie. Fait que peut-être on l'a au hockey, mais on ne l'a pas en mathématiques. Peut-être on l'a en français, mais pas en sciences. Fait que, comme ça, nous autres aussi, il y a certains peut-être aspects de notre salle de classe où est-ce qu'on n'a pas de mentalité de croissance, puis il y a d'autres aspects où est-ce qu'on l'a. Mais il faut réfléchir, il faut se regarder dans le miroir, puis il faut s'assurer qu'on est en train de louanger les bonnes choses. Donc, par exemple, Carol Dweck en parle souvent, louanger le progrès, puis porter vraiment attention sur le processus d'une tâche au lieu du résultat final. Puis on entend souvent parler de, en anglais, evaluate what you value. So ici, est-ce que tu valorises le processus ou est-ce que tu valorises le résultat final? Puis en tant qu'enseignant, si on démontre, on fait de la modélisation de valoriser le processus, je pense qu'il y a une partie de ça qui va se transmettre à nos élèves aussi. Fait que je pense que c'est important d'agir en tant que modèle pour cette philosophie-là. Et puis, je pense qu'on va avoir plus de succès de cette manière-là. Bien, juste en évaluation, excuse-moi, Alexandre, Non, vas-y. Je te donne la parole tout de suite après. Mais en évaluation, il y a eu plusieurs études qui ont démontré que justement, un feedback qui était positif, qui était constructif pour les élèves, c'était pas de louanger, c'était pas de dire bravo, tu as réussi, félicitations, t'es beau, t'es fin, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as fait? Quel est l'observable? Donc, là, le processus, puis le résultat aussi, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement que j'apprécie en fait dans ta production? Donc, de mettre vraiment le doigt sur des observables que l'élève va être capable de voir lui-même et d'être capable de transférer, on l'espère, à d'autres tâches. Alexandre, tu voulais intervenir? Bien, un peu pour faire du pouce sur ce que Martin disait, c'est, dans le fond, il faut que le prof, là, dans ta salle de classe, il faut que tu montres que tu es une personne en développement, en devenir. Puis ça peut se faire. Là, c'est facile à dire, de montrer à tes élèves que tu es en développement, que tu cherches à t'améliorer. Mais qu'est-ce que ça peut vraiment avoir l'air dans ta salle de classe? Ça peut être juste de parler, « Hey, je suis en train de lire tel livre en éducation, puis je sais pas, j'aimerais peut-être essayer des stratégies avec vous autres, voir ce que vous en pensez, parce que, tu sais, mon but dans la vie, c'est de devenir un bon prof. » Si tu parles de même à tes élèves, tu montres que tu es humble, puis que tu les respectes, puis que, tu sais, dans le fond, là, c'est, comme on dit en anglais, we're all in it together. Tu sais, comme, il n'y a pas la relation, le maître en haut, puis les élèves en bas. L'école, c'est faite pour développer des êtres humains, incluant les enseignants. Et être un modèle pour ses élèves, c'est primordial, parce que c'est les mettre dans des conditions où est-ce qu'ils peuvent grandir. Ça serait vraiment intéressant d'avoir des résultats de recherche là-dessus. Hein? C'est ce qui se passe en Ontario quand on interroge des profs et leur demander justement leur conception qu'ils ont par rapport à, disons, l'intelligence et puis l'apprentissage. Mais pour revenir un peu à l'article que nous a présenté, Martin, mais quelle est la proportion finalement de profs qui pensent que finalement l'intelligence, c'est quelque chose d'inné puis que et je ne sais pas pour vous, moi, quand j'enseignais, souvent aux rencontres de parents, tu sais, j'avais des parents qui venaient me voir et disaient « Ah oui, tu sais, j'enseignais, mettons, les maths ou les sciences. » Qui me disaient « Ah oui, mais moi, je n'étais pas tellement bon en maths, donc, tu sais, je comprends que ma fille ou mon fils… » Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, vous aussi, encore aujourd'hui,
Euh, mais, Absolument. mais, mais quand j'ai lu l'article, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, bon sang, ces parents-là s'imaginaient que c'était un gène transmis, là. Je veux dire, c'était la génétique, là. C'est-à-dire que puisque je ne suis pas bon en maths, mon enfant ne l'est pas. Puis c'est comme ça, c'est un peu du fatalisme. Il n'y a rien à faire parce que, bon, voilà, la bosse des maths n'a pas été transmise parce que moi-même, je ne la possédais pas. Puis ce que ces parents-là ne réalisent pas, c'est que les gènes ne sont pas la seule chose qu'on transmet à nos parents, à nos enfants, pardon. C'est vraiment notre façon de penser, on le transmet aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes rencontres de parents. C'est OK, ben moi, tu sais, moi, je suis pas très bon en mathématiques. OK, ben on va arrêter ça, cette discussion-là, là. Puis peut-être on devrait parler autrement ou différemment à nos élèves puis à nos enfants. Puis tu apportes un bon point, Eric, c'est que justement, ça se passe pas juste en salle de classe, le développement de cette mentalité-là. Il y a une part de la responsabilité qui vient de la maison. Puis ça, c'est un des points de Carol Dweck aussi, là, c'est que oui, en salle de classe, ça peut se passer, mais à cause que cette mentalité de croissance-là est spécifique à un domaine, on peut l'avoir dans un domaine, puis pas à la maison, ou pas au sport, ou dans un sport, mais pas à l'école. Donc, il faut vraiment que tout le monde le mette en évidence, et puis à la maison et à l'école, puis on travaille ensemble pour faire progresser ces élèves-là. Oui, puis on n'en a pas parlé, on n'a pas vraiment eu le temps d'aborder ce sujet-là, mais bon, il faut dire que la méta-analyse porte en fait sur une dizaine d'articles, là, 10 articles qui ont été répertoriés. Moi, je suis allé lire quelques articles là, qui étaient cités, qui ont été utilisés dans le cadre de la méta-analyse. Il y avait, bon, les outils de mesure n'étaient pas nécessairement tous très, très costauds. Euh, euh, Ce qui fait que peut-être que c'est plus transférable qu'on le pense, parce que les auteurs demeurent assez prudents dans leurs conclusions, hein. On voit qu'ils disent, ben, écoutez, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'articles, donc les tailles d'effets, les statistiques qu'on présente aussi, il faut quand même être assez prudent sur l'interprétation qu'on va faire de ces résultats-là. Mais peut-être qu'on apprendra dans quelques mois, quelques années, en fait, que cet état-là, cette conception-là qu'on entretient au développement du cerveau, c'est peut-être plus généralisable qu'on le pense. C'est-à-dire que peut-être qu'elle s'observe plus facilement en mathématiques qu'en lecture présentement, mais peut-être arrivera un moment donné où on s'apercevra en fait que c'est une conception qui est plus généralisable, en fait. Ben, je l'espère aussi. Puis peut-être, Eric, puis là, on fait des hypothèses, mais peut-être que lorsqu'on vient chercher cette matière-là ou ce domaine-là qui nous est plus difficile, par exemple les mathématiques, peut-être que les autres vont suivre avec. Fait que peut-être si les mathématiques étaient plus difficiles pour moi, puis là, j'arrive à voir que je suis capable de progresser en mathématiques, mon intelligence est dynamique, ben peut-être que, ben, dans mon cours de sciences, tu sais, avant, je pensais de même en mathématiques, ça veut dire que je peux appliquer ça en sciences aussi. Fait que je pense que peut-être aller chercher le point le plus difficile ou le domaine le plus difficile pour l'élève, et ça peut déclencher tout un changement dans sa perspective, là. D'autres éléments auxquels vous pensez pour aider les élèves, les parents, les directions d'école, les conseillers pédagogiques? Ben, juste pour revenir sur l'idée de faire des ponts, là, une chose qu'on pourrait ajouter, c'est que l'élève, dans le fond, là, en salle de classe, il faut absolument lui donner la possibilité de reviser son travail, reprendre ses évaluations. Là, c'est pas juste comme on dit, là, du lip service, c'est pas juste des paroles, là, OK? Là, on passe à l'action. On est en train de vivre la mentalité de croissance quand on lui donne la chance de se reprendre. Okay? Parce qu'on veut faire comprendre à l'élève que des difficultés ou de la confusion ou des erreurs, c'est pas un signe d'incompétence. On veut lui faire comprendre que c'est un signe d'apprentissage puis d'amélioration, dans le fond. Là, tu sais. Puis ça vient directement en lien avec un épisode qu'on a fait auparavant sur l'erreur. Puis on parlait, la conclusion de ça, c'est que l'erreur est primordiale à l'apprentissage. Puis si on enlève ça à l'élève en lui donnant une évaluation sommative, puis on ne le retouche plus, puis on ne le regarde plus, puis ça va dans le fond d'un casier, tout est crabouillé, etc.,
Ben, on n'est pas en train de modéliser cette mentalité de croissance-là. Fait que de donner la chance aux élèves de voir les évaluations comme des évaluations au service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage constamment, si on voit l'apprentissage ou l'évaluation constamment comme ça, je pense qu'on vient changer cette mentalité-là chez nos élèves aussi. Oui, c'est toutes des bonnes stratégies. Autres exemples? Moi, il n'y en a pas qui me viennent à l'idée présentement. Je pense que j'ai épuisé. Comme d'habitude, vous allez avoir le mot de la fin en disant que le problème, c'est l'évaluation. Et puis, si l'évaluation ne change pas, on ne peut rien. Mais au-delà des plaisanteries, juste revenir peut-être sur un truc que tu as dit tantôt, Alex, qui me semble être pas mal important, c'est que ce texte-là, en fait, si on veut partir de ses idées puis de faire des ponts, on s'aperçoit à quel point ça touche, en fait, à plein d'autres aspects, comme la pédagogie, comme l'évaluation, comme la gestion de classe, comme des sujets qui sont récurrents là, dans nos balados-diffusions. Donc, la question d'aborder les problématiques de façon intégrée. Donc, de ne pas non plus penser que comme certaines dérives que vous avez évoquées, là, c'est-à-dire des profs qui mettent des posters en disant lisez ça, on est dans une mentalité de croissance, puis ça va bien aller. Là. Ça va être plus compliqué que ça, puis ça va demander un effort, en fait, beaucoup plus substantiel de la part des différents intervenants, parce que, puis on n'en a pas parlé aussi durant cet épisode-là, mais on a déjà évoqué dans d'autres, toute la question du travail d'équipe entre les enseignants, parce que si tu as juste un prof qui parle de ça, ça a certainement moins d'impact que s'il y a toute une équipe de profs qui adhèrent, qui y croient, qui pensent que c'est dans une direction dans laquelle il faut aller pour certains élèves, peut-être davantage pour certains élèves, sortir du one size fits all, donc des stratégies qu'on applique à tout le monde en pensant que ça va avoir les mêmes effets chez tous les élèves. Donc, c'est probablement tous des aspects, en fait, qu'on devra, sur lesquels on va revenir dans les prochaines balados-diffusions parce qu'elles sont importantes. Mm-hmm. Oui, puis parlant de prochaine balado, je choisis le texte pour la semaine prochaine, notre prochain épisode. J'ai choisi un texte qui s'appelle Measuring Actual Learning versus Feeling of Learning in Response to Being Actively Engaged in the Classroom. C'est une étude de l'auteur principal, c'est Louis Deslauriers, un chercheur de l'Université Harvard, qui est vraiment, vraiment très intéressante parce que des fois, ce que l'élève nous dit, c'est pas nécessairement la vérité, c'est pas nécessairement, puis c'est pas parce que l'élève est menteur, c'est parce que l'élève, il sait même pas, des fois, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, il peut pas nous dire autrement. Donc, ça va être un article, je pense, qui va être pas mal intéressant. Fantastique. Donc, monsieur Audet, je vous parlais tantôt que, il fallait qu'on soit dans une pédagogie où on fallait offrir des choix aux gens. Là, vous arrivez avec, vous décrétez, approche dictatoriale avec l'article en question, c'est bien ça? Exactement. Quelle modélisation. Ah! La preuve que l'approche dictatoriale peut avoir quand même ses utilités à l'occasion. Messieurs, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, donc, on invite les gens à nous contacter sur de différentes façons. Monsieur Audet, on vous contacte comment? @prof Audet, A-U-D-E-T, sur Twitter, Instagram, Alexandre Audet, A-U-D-E-T encore, dans Facebook. Monsieur Parent? Moi, c'est sur Twitter uniquement, c'est monsieur_parent. Et puis, ça serait intéressant aussi de mentionner que on peut recruter les questions de l'auditoire. Fait qu'à n'importe quel moment, si vous avez des questions par rapport à quelque chose qu'on vient de mentionner, on peut toujours l'aborder. On pourrait faire un épisode juste de réponse aux questions aussi. Fait que envoyez-nous vos questions, puis on peut tenter d'y répondre éventuellement aussi, là. Et vos rétroactions, parce qu'on a une mentalité de croissance et on veut s'améliorer. Ça aussi, oui.
Surtout juste à Alex, là, pas à moi. Mais oui, c'est ça. Sauf M. Audet qui accepte très mal la critique. Mais bon, ça, c'est entre nous. Moi, sur Twitter, sur Facebook, @PropDiode. On a un site aussi en construction, M. Parent. Je vous mets un peu de pression. N'est-ce pas? Oui. C'est les ingénieurs pédagogiques. Fait que c'est notre nom. Puis là, évidemment, il est en construction. Fait que je pense que c'est .wix ou quelque chose comme ça. Là, mais vous le trouverez sur notre Twitter, notre Facebook, puis notre Instagram. Là, vous allez voir le site web qui va apparaître là, qui va avoir un blog par des billets de blog écrits par nous. Il va avoir aussi nos épisodes de podcast. Il va avoir aussi d'autres choses intéressantes sur ce site web-là. Bonjour, merci. Et puis, on se dit à la prochaine.